L'IA, c'est avant tout un sujet transformationnel, en fait. On touche à la manière dont on accède à l'information, à l'automatisation et c'est pas seulement le travail, le poste de travail lui-même qui change, mais c'est bien tout le processus métier, qu'il faut revoir et tout notre enjeu, c'est bien de montrer que, la transformation, c'est pas faire la même chose plus vite avec de l'IA, mais c'est bien repenser ce qu'on fait faire à l'humain, à ce qu'on va automatiser et parfois à ce qu'on va supprimer, dans les étapes du processus. L'IA est un sujet de transformation avant d'être un sujet technologique. C'est sur la base de cette conviction qu'avec Eurogroup Consulting, cabinet de conseil en stratégie, organisation et management français et 100% indépendant, nous avons construit cette série de 5 épisodes. L'objectif de ces conversations avec des experts de l'IA de différents horizons est de permettre sur les sujets clés pour les membres de Comex et de Codir, que ce soit les questions d'éthique, de souveraineté, d'autonomie, d'impact sur le travail, d'impact sur le management, de poser les bases d'une utilisation véritablement utile et systémique de l'IA au sein des organisations. Bonne écoute. Maïté, Vincent, Félix, bonjour. Pour commencer cet épisode, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et nous dire quel est votre rapport à l'IA aujourd'hui? Bonjour, Maïté Joridi, je suis la directrice d'une direction qui s'appelle Données, Intelligence Artificielle et Analyse à RTE, le réseau de transport d'électricité. Mon rapport à l'IA, je suis évidemment curieuse, je suis convaincue et enthousiaste et plus prudente quand même parce que dans le cadre de mes fonctions, je suis engagée pour ceux qui ont envie de faire, hein, mais aussi pour l'entreprise pour tenter de proposer un cadre qui soit sécurisant et facilitant pour tout le monde. Alors, Vincent Lefieux, je suis directeur adjoint de Maïté. Je suis pilote de la feuille de route IA de RTE et j'ai été impliqué depuis quelques années sur le développement d'outils, d'algorithmes d'IA. Et par ailleurs, je fais aussi de l'enseignement, donc j'ai la même sensibilité. Je pense que c'est un facteur, une opportunité assez incroyable, un facteur de réussite dans l'utilisation, mais effectivement avec des précautions d'usage qu'il est nécessaire de considérer aussi. Bonjour à toutes et tous, Félix Imbert, je suis un des associés du cabinet Eurogroup Consulting, qui est un cabinet de conseil indépendant qui accompagne les transformations de ses clients depuis plus de 44 ans maintenant. Je travaille depuis plus de 10 ans sur l'IA aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne en tant que technologie bien sûr, mais surtout en tant qu'objet de transformation chez mes clients, en tant qu'objet de création de valeur qu'on doit manier avec enthousiasme, mais avec un certain nombre de responsabilités aussi. Je nourrirai notamment mes réponses de la deuxième édition de notre étude sur l'IA générative que nous allons publier et qui montre que nous sommes en train d'assister au passage de l'expérimentation, au passage à l'échelle qui est voulu comme créateur de valeur bien sûr, maîtrisé et souverain. RTE, c'est l'opérateur qui gère le réseau électrique français. Et vous vous êtes emparé de l'IA avant que l'IA générative soit à la mode, avec des projets notamment comme celui dont vous parlerez juste après, Origami. Comment vous en êtes emparé? Quels sont un peu les projets que vous avez mis en place autour de l'IA classique, entre guillemets, avant même qu'on parle d'IA générative? RTE faisait de l'IA sans appeler ce qu'on faisait de l'IA. Gérer le réseau de transport d'électricité, c'est aussi équilibrer en temps réel la production et la consommation. Et pour faire ça, en fait, il faut qu'on puisse prévoir la consommation et la production des énergies renouvelables notamment. Donc pour ça, en fait, on utilise des algorithmes, des modèles de machine learning et c'était déjà de l'IA, donc ça fait assez longtemps que RTE utilise ces modèles-là au quotidien. On a aussi abordé en fait des projets en fait plus proches de ce qu'on peut appeler aujourd'hui de l'IA plus facilement, notamment dans le cadre de ce projet Origami que vous avez mentionné. C'était plutôt en mode techno-push et Vincent pourra y revenir dessus. Donc on l'a plutôt poussé comme un objet technique, un objet technologique au départ, mais toujours au service des métiers. Et ça, c'était dans un monde, en fait, avant ChatGPT. Donc il fallait quand même qu'on aille chercher l'assurance et on pourra y revenir au cours de notre conversation, l'assurance des métiers, l'assurance des managers, de nos dirigeants, aussi, pour pouvoir pousser, en fait, ces sujets-là. Il y a des entreprises, pas mal d'entreprises qui se mettent à l'IA avec l'IA générative. Fort de cette expérience justement de machine learning ou d'IA plus classique, qu'est-ce que ça vous a donné peut-être comme clé de compréhension que les organisations qui s'y mettent aujourd'hui, à la fois ce que ça vous a donné et peut-être
les points sur lesquels il faut être plus attentif? On était sur des modèles qu'on pourrait appeler prédictifs. En fait, on s'appuyait sur des données du passé, on apprenait des algorithmes et qu'on voulait utiliser dans le futur. Et en gros, et potentiellement ces modèles-là qu'on allait hybrider avec des connaissances physiques. Donc on n'était pas que sur du pur machine learning, on était sur du machine learning aussi adossé à des connaissances physiques qu'on pouvait avoir par ailleurs. Et là, on passe de ce monde-là à un monde dans lequel, en fait, on va être utilisateur de briques qui ont déjà été pré-entraînées, qui ont été pré-apprises. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. En fait, on n'est pas le pur producteur, on est un utilisateur de produits qui sont déjà usinés. Les LLM, on peut les voir comme déjà des ensembles qu'on va intégrer dans nos processus. Donc, c'est clairement un changement de point de vue. On est plutôt sur une ingénierie autour qu'une ingénierie pure et dure, ce qu'on avait avant. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait quand même des gens qui avaient cette capacité à comprendre les algorithmes. Et même si on met de l'ingénierie autour des LLM, c'est plus facile de le faire si derrière on a une compréhension intrinsèque de comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est quelque chose de vertueux et ça a été plutôt une continuité. Après, je mentionnais qu'on avait quand même des positionnements qui avaient pu évoluer. Dans les exemples qu'on a cités, Origami, c'était un outil, enfin des modules d'IA dans un logiciel plus complet et dans lequel on allait notamment chercher à analyser des rapports, des rapports textuels de chargé d'études développement réseau. Et on l'a fait, ce projet-là, en 2019-2020. On l'a vraiment lancé techniquement en 2020. Et en fait, on a travaillé, alors, pré-LLM, pré-ChatGPT, pour être clair, mais par contre, on l'a fait quand même post-transformation. On avait fait du BERT, du Camembert. Et ça a été finalement cette césure-là. On a appris ces modèles-là à l'époque. Donc, on était encore dans cette phase d'apprentissage. Et les mêmes équipes qui, à l'époque, avaient fait cet apprentissage, en fait, ont été ceux qui ont permis d'intégrer dans RTE des LLM parce qu'ils avaient continué à faire de la veille, ils avaient regardé ce qui pouvait être permis aujourd'hui dans le traitement du langage naturel. Donc finalement, on a eu aussi un continuum en termes d'expertise. Et donc, on a eu des gens qui nous ont fait ce transfert-là de l'apprentissage classique à l'ingénierie IA avec du LLM. Félix, je me tourne vers toi. Tu disais en introduction que tu accompagnes des organisations qui s'emparent de ces technologies-là. Tu regardes alors, de l'extérieur aussi la transformation et ce qu'a fait RTE. Toi, qu'est-ce qui te marque dans ce que eux ont fait depuis ce projet Origami et puis aujourd'hui? Et peut-être, qu'est-ce que tu vois de différent ou pas d'ailleurs par rapport à ce qui se fait ailleurs dans d'autres organisations? Ce qui me marque, c'est que quand RTE s'empare du sujet IA-Gen, RTE s'en empare avec cette histoire autour de l'IA, disons, classique, mais aussi autour d'une culture de la donnée et aussi avec une habitude de travailler sur des cas d'usage métiers. Voilà, ça fait plusieurs choses qui préparent la prise en main de l'IA générative. En fait, ce que je trouve intéressant avec le projet Origami, dont Maïté et Vincent ont parlé, c'est qu'on est déjà sur une IA qui répond à un problème opérationnel. On n'est pas sur j'ai ChatGPT, qu'est-ce que j'ai à en faire? On est sur un système complexe avec des contraintes physiques, avec des données, avec des arbitrages métiers, et on regarde comment l'IA peut aider à améliorer la performance et à créer de la valeur, ce qui est tout à fait fondamental. Ce qu'on constate dans d'autres organisations, c'est que l'IA générative, ça a été le point de départ. Je teste Copilot, je teste ChatGPT, je teste d'autres outils, des chatbots internes. On teste les usages classiques de rédaction, de synthèse, de recherche de documents. Et puis on se rend compte qu'on a besoin d'une gouvernance, on se rend compte qu'on a besoin d'une architecture, de travailler sur la donnée, sur des règles de sécurité, de prioriser des cas d'usage, etc. Chez RTE, ce qui est différent, c'est que l'organisation, elle a une culture du système critique, des systèmes critiques. Le réseau électrique, c'est pas un endroit où on peut trop improviser, en tout cas, je crois. On peut pas se contenter d'un outil qui marche à peu près, on peut pas se contenter d'une marge d'erreur importante. Donc, on a besoin de savoir ce que l'IA fait, on a besoin de savoir ce qu'elle ne fait pas, on a besoin de comprendre là où on doit mettre du contrôle. Et c'est tout à fait fondamental. La différence que je vois entre une organisation moins mature et RTE, c'est vraiment, dans une organisation moins mature, on va se dire, tiens, l'IA peut aider mes collaborateurs à faire une synthèse, à rédiger un mail. Là où dans les environnements, disons, plus matures, la question, elle va vite être, où est-ce que l'IA, elle peut m'aider à mieux exploiter des données techniques, mieux préparer une décision, mieux anticiper un risque, sans fragiliser évidemment l'exploitation. Donc, ce n'est pas le même niveau d'exigence.
Et on voit que le parcours d'RTE, il montre que l'IA générative, elle n'efface pas l'histoire précédente qu'on a eue avec l'IA, bien au contraire. C'est parce qu'on a appris à maîtriser l'IA, qu'on a compris comment fonctionnaient les modèles, qu'on a compris à travailler, qu'il fallait travailler sur sa donnée, sur ses compétences, sur ses métiers, qu'on peut aller plus vite, qu'on peut aller plus loin dans la performance et la valeur qu'on peut aller chercher avec l'IA générative. Voilà. Donc, là où beaucoup d'organisations sont parties de l'outil, je crois que RTE part du système métier et ça change beaucoup. Ça permet de se positionner moins dans une logique d'expérimentation pour faire la démonstration et davantage pour intégrer l'IA dans un système réel au service de la performance et au service de la création de valeur. RTE donc, a une mission de service public avec la nécessité d'assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la continuité du réseau électrique français. Donc, c'est ce que vous disiez un petit peu, ça crée un environnement et un contexte important à avoir en tête quand on veut mettre en place des nouvelles technologies. Et justement, dans ce contexte-là, Maïté, Vincent, quels sont les grands enjeux qui soient humains, organisationnels, technologiques que vous devez et que RTE doivent prendre en compte pour mettre en place ces technologies d'IA? RTE a la particularité en fait de devoir concilier ce temps réel que vous avez évoqué et puis une logique de planification sur le temps long. On a aujourd'hui des infrastructures qui ont près d'une centaine d'années et donc quand on investit aujourd'hui, on investit pour longtemps. Nos pylônes, nos lignes, ils sont là vraiment pour longtemps. Et quand on regarde en fait toute l'actualité, hein, toutes les news qu'on peut tous consulter chaque jour, RTE, comme toutes les entreprises, doit s'adapter au changement climatique. On est au cœur de la transition énergétique et de l'électrification des usages, hein. Par là, je veux dire la transformation du transport qui est basé sur du thermique en mobilité électrique. On doit électrifier l'économie, c'est aussi électrifier les processus industriels en fait de pas mal d'industries qui sont reliées directement à notre réseau. On a des enjeux de souveraineté énergétique hein, qui sont soulignés par l'actualité d'aujourd'hui. On doit intégrer massivement des énergies renouvelables. Et puis, on doit continuer et accentuer le pilotage digital en fait, de nos infrastructures et du réseau. Et donc, les investissements qu'on doit mener aujourd'hui, ils servent surtout à changer d'échelle et à transformer le modèle de fonctionnement du système électrique. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, en 2026, en fait, les investissements prévus par RTE qui ont été validés par la Commission de régulation de l'énergie s'élèvent à un peu plus de 4 milliards d'euros. Et ça, c'est à mettre en regard de ce que prévoit le schéma décennal de développement du réseau, qui est un document programmatique pour RTE, qui prévoit en fait 100 milliards d'euros d'investissement à l'horizon 2040. Et donc ça nous oblige parce qu'on est bien conscient qu'on ne va pas avoir à RTE une croissance homothétique des moyens qui nous sont alloués. Ça veut dire qu'il va falloir être plus performant, plus productif et trouver des relais de performance, de productivité qui passent notamment par l'IA. Dans ces questions, du coup, ces enjeux technologiques, on va adresser à la fois l'aide à la décision, qui reste un enjeu important dans ce monde toujours plus complexe. Donc, ça va être sur l'exploitation du système électrique avec des assistants pour les parades topologiques, pour le réglage certaines attention, donc des objets physiques, mais qu'il va falloir aussi contribuer à éclairer pour les dispatchers qui gèrent au quotidien ce qui se passe sur le réseau. On a bien sûr des questions autour de la maintenance, de la gestion des actifs de RTE, qui reste un enjeu fondamental. Il faut faire en sorte que les pylônes, les transformateurs soient là et soient en bon état. Et on a parlé du développement réseau tout à l'heure, avec ces objets aussi de planification. On va être sur des horizons beaucoup plus lointains. Et donc, ça, c'est des enjeux métiers qu'on a aujourd'hui pour répondre aux enjeux de performance que Maïté a mentionnés. Et pour ce faire, nous, on a besoin d'avoir à disposition des socles techniques qui vont être à la hauteur, socles techniques qui vont nous permettre d'engager des calculs. Mais pour faire ces calculs, on va s'appuyer sur beaucoup de données aussi. Donc, il nous faudra aussi disposer de ces données dans notre environnement. Et au-delà de ces questions techno ou de données, en fait, on a tout l'encadrement, tout l'environnement qui va être absolument nécessaire. Le métier, c'est l'alpha et l'oméga pour tous nos cas d'usage.
on ne fera pas sans eux dès le départ et sans eux à la fin. Donc, il faut qu'on les intègre à la fois pour formaliser les besoins, pour les réceptionner, mais aussi pour gérer la conduite du changement intermédiaire et notamment faire en sorte que les compétences de tous ces salariés-là soient à la hauteur pour pouvoir avoir du recul par rapport à toutes ces solutions IA qu'on va avoir à disposition, que ce soit dans l'aide à la décision ou dans l'automatisation de certaines tâches. Et à RTE, on intègre évidemment d'autres enjeux, les enjeux réglementaires comme toutes les entreprises doivent le faire, et des questions de RSE qui vont être aussi un enjeu important. RTE raccorde les data centers, donc RTE voit bien l'impact que peut avoir l'utilisation de l'IA, et donc RTE se doit aussi d'être vertueux dans son utilisation de l'IA. On va utiliser des moyens qui permettent de répondre à la question, mais de manière bonne, très bonne, mais pas forcément avoir toujours le dernier modèle qui va être le plus énergivore et le plus polluant. Donc c'est ça aussi notre enjeu, c'est de prendre l'IA d'un point de vue holistique. Par rapport à ça, Félix, toi, tu as l'habitude, ou en tout cas de voir d'autres organisations qui évoluent dans des environnements aussi contraignants. La transformation dont on parle, et c'est l'angle de cet épisode, c'est de se dire finalement l'IA et l'intégration de l'IA dans une entreprise, c'est avant tout une question de transformation des métiers, vous en avez parlé, de la culture d'entreprise. Comment d'autres entreprises, d'autres organisations dans des contextes qui peuvent être similaires s'emparent de ces sujets-là? Alors effectivement, ce que décrit RTE, on le retrouve dans un certain nombre d'environnements qu'on pourrait qualifier de critiques. Alors énergie, infrastructure évidemment, mais aussi le transport, la banque, même le secteur public assez généralement doit prendre en compte sa transformation par l'IA dans une vision assez globale, assez multidimensionnelle, pour ne rien rater et pour ne pas se mettre en danger ni sur sa chaîne de valeur, ni sur son modèle opérationnel. Et ce qui fait que l'IA ne peut pas être traitée comme une innovation digitale classique ou simple. On ne peut pas se dire on teste, on verra bien, parce qu'il y a des enjeux de continuité de service, il y a des enjeux de confiance, il y a évidemment des enjeux de performance et de productivité, et que du coup le droit à l'erreur n'est pas le même que dans d'autres types d'organisations. Je pense que l'IA dans ces cas-là, elle doit être pensée comme un système socio-technique, c'est-à-dire à la fois un modèle, des données, des processus, des humains, des compétences, des responsabilités, de la sécurité, et que si on comprend l'IA comme la somme de l'ensemble de ces dimensions, on comprend aussi la transformation qu'il y a à mener quand on veut faire de l'IA, si je dis ça de façon un petit peu triviale, en tout cas intégrer l'IA dans son organisation, et le niveau d'embarquement qu'il va falloir arriver à atteindre dans une organisation. Un exemple très concret, c'est utiliser de l'IA pour participer à la rédaction d'un document interne, c'est un premier niveau de risque. Et donc, bon, ça, c'est pas toujours simple, mais ça demande un premier niveau de transformation. Utiliser l'IA pour assister à une décision opérationnelle sur un réseau, sur des machines, etc. Vincent en parlait un petit peu. Là, on est sur une transformation où on va avoir besoin de traçabilité, de supervision, de niveau de responsabilité, de capacité de reprise humaine, etc. C'est pas la même maturité qu'il faut pour faire ça. Dans beaucoup d'organisations, d'ailleurs, les premiers cas d'usage robustes, passés à l'échelle, c'est plutôt des cas d'usage autour des documents, de la gestion documentaire, de la génération, etc. Parce qu'ils permettent d'apprendre à maîtriser un certain nombre de contraintes, d'enjeux, avant de passer à ces cas d'usage plus, disons, engageants. Et ce qui change, c'est la nature des questions posées. En fait, c'est pas seulement est-ce que mon modèle il est performant ou est-ce que ça fonctionne. C'est aussi qu'est-ce que je mets comme données dedans, qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qu'on fait s'il y a se trompe, est-ce qu'on garde une trace, à quel moment l'humain peut reprendre la main, etc., etc. Et plus le cas d'usage devient critique, plus aussi les questions de souveraineté, de maîtrise, de réversibilité, de dépendance deviennent importantes au service, à nouveau, parce que c'est quand même à chaque fois ça qu'on va chercher, de la performance, de la création de valeur. Pour moi, il y a un enjeu qui est presque culturel. Il faut sortir de la fascination technologique. Il faut sortir aussi de l'autre côté du réflexe de blocage de l'IA c'est mal, etc. Et il faut construire cette confiance progressive dans la technologie, par des cas d'usage utiles qui créent des choses, mais qu'on maîtrise, qu'on est capable d'expliquer, etc., etc.
On a parlé de l'histoire de RTE et de l'IA, aussi des enjeux auxquels vous pouvez et d'autres organisations peuvent être confrontées dans la mise en place de ces technologies. Maintenant, j'aimerais bien vous entendre sur les leviers qui sont à la disposition des organisations et que vous, spécifiquement chez RTE, vous avez et vous mobilisez pour déployer ces technologies. Il y a 3 sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre. Le premier, c'est, le sponsoring et le sens qu'on donne à la transformation. Le deuxième, il est plus lié à l'approche systémique, au fait de devoir, faire travailler ensemble différents acteurs au sein de l'organisation qui peuvent avoir, des agendas, des objectifs différents, et des rôles différents dans l'organisation. Et le dernier, sur l'embarquement, plutôt des équipes et Vincent, vous en parliez des métiers. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est cette question sur le sponsoring. Donc, dans globalement toutes les transformations qui sont menées dans des grosses structures comme la vôtre, le sponsoring au plus haut niveau et le sens qu'on va donner à la transformation, ce sont des facteurs clés de réussite. Chez RTE, concrètement, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose qui était acquis, construit dès le départ? Est-ce que vous avez dû le construire au fil de l'eau? Tout le travail de fond qui a été mené par Vincent et ses équipes, en fait, a permis de baliser le terrain déjà dans un premier temps et de donner des preuves, de premières preuves que ça pouvait fonctionner. Bon, on a été évidemment beaucoup aidé par le contexte environnant et le fait que tout le monde se mettait à parler d'IA et à faire de l'IA ou à dire qu'il faisait de l'IA. Après, la difficulté avec l'IA, c'est qu'on parle d'IA comme si c'était un grand tout, alors que quand même derrière, ça revêt plusieurs technologies et beaucoup de différences en fait entre les méthodes mathématiques qu'il peut y avoir derrière. Et donc, on passe très facilement d'un sujet très technique à un sujet très conceptuel. Donc, c'est difficile de trouver le bon niveau de langage pour faciliter l'adhésion. Et les premières difficultés qu'on a eues, justement, ça a été quand on a voulu commencer à parler des processus métiers. Parce qu'en fait, Félix l'a dit, hein, l'IA, c'est avant tout un sujet transformationnel. En fait, ça va vraiment... on touche à la manière dont on accède à l'information, à l'automatisation. Et c'est pas seulement le travail, le poste de travail lui-même qui change, mais c'est bien tout le processus métier qu'il faut revoir. Et tout notre enjeu, c'est bien de montrer que la transformation, c'est pas faire la même chose plus vite avec de l'IA, mais c'est bien repenser ce qu'on fait faire à l'humain, à ce qu'on va automatiser et parfois à ce qu'on va supprimer dans les étapes du processus. Donc nous, notre gros travail, une fois qu'on a réussi à avoir davantage de moyens, et ça, on le date à peu près à juillet 2025, où le directoire nous a doté d'un plan d'accélération, en fait, enfin, de moyens liés à un plan d'accélération à l'IA. Ça a été de mettre en place une gouvernance, de mettre autour de la table tous les métiers, de faire remonter en fait des premiers cas d'usage et de discuter avec eux, de discuter avec l'ESI de quel était le socle technique dont on pouvait avoir besoin, d'avoir des allers-retours en fait, hein, parce on n'était pas forcément tous alignés sur la temporalité, sur le besoin de visibilité du SI, sur ce qu'on allait leur donner en production, comment est-ce qu'on allait pouvoir conjuguer notre façon d'avancer par rapport à des enjeux plus lents et comment est-ce qu'on allait embarquer les métiers autour de la table. Et ça a été tout le travail qu'on a mené en fait depuis mi-2025 pour pouvoir réellement avoir des outils de pilotage, de gouvernance. Alors, l'histoire, enfin, je vais revenir dessus un peu parce que finalement, elle s'est faite en 2 temps. On a eu une première feuille de route en 2019. Donc, Maïté avait parlé des modèles de prévision qui précédaient cette période-là. Et en 2019, c'était après AlphaGo. AlphaGo a eu quand même un certain retentissement sur la capacité d'algorithme à aller battre un jeu qui était a priori difficile à battre comme ça. Et a été déployée notamment une technique qui était le renforcement. Et donc, ça commençait à perler un peu et dans l'esprit de certains membres du directoire, en fait, se disait, bah, tiens, potentiellement, ce qui est fait dans ce cadre-là pourrait tout à fait se transposer au système électrique. Donc, il y avait bien sûr quelques experts dans l'entreprise qui avaient déjà qui avaient regardé aussi un petit peu, mais voilà. Mais en tout cas, déjà au niveau du directoire, ça a commencé à percer un peu et donc l'idée de se dire, est-ce que potentiellement l'IA qui a tant de promesses techno pourrait effectivement s'appliquer dans nos cas de figure. Il y avait à l'époque aussi un contexte politique, c'est qu'on avait eu déjà 2 rapports sur l'IA qui avaient été commandés au plus haut niveau de l'État
Et en fait, c'est vrai que la France jouit d'un écosystème à la fois mathématique, informatique qui est très bon niveau. Et donc, c'est vrai qu'on avait tout cet environnement-là qui donnait une faveur à l'IA parmi les membres du directoire. Alors, la réalité, c'est que ceux qui étaient plus particulièrement concernés, c'est ceux qui avaient justement à l'époque des outils d'aide à la décision dans leur périmètre, que ce soit sur l'exploitation du système électrique ou sur la gestion des actifs, et que ça ne touchait pas tous les métiers. Donc, les membres du directoire étaient évidemment tous alignés, mais pas forcément avec la même implication. En 2024, quand la nouvelle feuille de route a été écrite, effectivement, c'est post-LLM, post-ChatGPT, et là, ça ne touche pas que certains métiers, que certaines tâches, ça touche en fait tous les salariés d'entreprise, parce que la gestion du commentaire, en fait, n'est pas réservée à quelques personnes. Donc, en fait, l'adhésion du directoire a été là de plus en plus élargie, de plus en plus complète, et elle répondait aussi au fait que l'IA commençait à toucher tous les corps et tous les métiers de l'entreprise. Donc ça, on l'a pu le constater, c'est un facteur qui est extrêmement important pour mettre l'entreprise en mouvement, on l'a bien constaté. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le management, il faut aussi que les salariés aient une adhésion. Il faut travailler régulièrement sur la diffusion, la communication autour de ce que c'est que cette IA et ce qu'elle n'est pas. Il y a la question aussi de présenter nos objectifs et aussi de prévenir ce sur quoi on ne veut pas aller, justement, et d'avoir en fait une IA de confiance au sein de l'entreprise. Le deuxième point qui est aussi un point dur et qui peut mettre en difficulté des transformations, c'est l'approche un petit peu systémique, si on peut dire, où dans une organisation, on a différentes directions, qui ont des rôles différents, des objectifs différents, et qu'il faut faire concorder, si je puis dire, pour faire en sorte qu'on aille tous dans le même sens. Par rapport à ça, Vincent, vous parlez de RSE, il y a des enjeux de sécurité des systèmes d'information, il y a des enjeux de métier très forts chez RTE. Comment vous avez fait pour faire en sorte justement que, une fois qu'il y a ce sponsorship, il y a ce sens qui vient d'en haut, en tout cas du comité de direction, pour mettre tous ces acteurs autour de la table et de faire en sorte qu'ils avancent dans la même direction? Alors, on a des expériences de nature différente au cours du temps. Sur les premiers projets qui étaient Origami, en fait, même si on avait pensé mener une conduite du changement, en fait, on avait sous-estimé certains obstacles et on avait aussi sous-estimé des modifications structurelles du métier à l'époque. Donc, cet embarquement-là n'a pas été suffisant a posteriori pour que derrière la réussite du projet Origami soit totale. Il a été réussi techniquement. Il est bien sûr perfectible comme tous les modèles qu'on déploie, parce que, je le répète, c'était avant l'intégration et l'utilisation des LLM. Mais clairement, cet embarquement des équipes a déjà été une question saillante. Ce qui est assez amusant, c'est que avant qu'on mette à disposition de l'entreprise un portail industrialisé de LLM, sur lesquels les salariés peuvent s'appuyer et peuvent traiter leurs documents, pour faire des synthèses, pour automatiser une partie de la rédaction. En fait, ça avait été mis à disposition en mode prototype dans la direction, et ça avait été mis à disposition de manière non officielle. Ça avait été mis à disposition par capillarité auprès de gens qui étaient intéressés, des codeurs. Et en gros, on a eu à peu près 400-500 personnes qui, à un moment donné, ont joué avec cette plateforme-là, parmi 9000 salariés à peu près à RTE. Tous ne sont pas restés à bord, mais globalement, on avait 300 utilisateurs très actifs. Et là, finalement, il n'y avait pas d'injonction à l'utiliser, il n'y avait pas de promesse qui avait été faite. Et la réalité, c'est que ça a été le gage de la réussite du déploiement du portail industriel qu'on a eu après, parce qu'on avait déjà un écosystème d'utilisateurs de ces portails-là, et qui ont pu aussi diffuser le fait auprès de leurs collègues que c'était utile et utilisable. Voilà. Donc ça a été assez vertueux. On a bénéficié aussi d'un coup de pouce assez significatif de la part du directoire de RTE qui, fin 2025, a demandé à tous les métiers d'identifier
des activités au sein de chacun de leur métier où on allait pouvoir utiliser l'IA et donc dégager un peu de productivité sur ces cas-là. Donc c'est ce qu'on appelle à RTE les focus IA. Donc ça a créé un véritable engouement, je ne sais pas, mais en tout cas une vraie mobilisation de tous les métiers sur ces sujets-là. Et si on regarde le côté plutôt bottom-up, on a lancé des trophées de l'innovation, c'est l'IA pour tous, et en fait c'est de l'innovation participative. Et là, sur ces sujets-là, on a une campagne en cours où on demande à tous les salariés sont invités à participer, d'identifier dans leur quotidien en fait des irritants dont ils pensent qu'ils pourraient être traités en utilisant des technologies IA. Donc on a cet effet un peu ciseau, mais d'une manière positive, où on a un entraînement à la fois par le top de l'entreprise et par les collaborateurs qui eux-mêmes peuvent contribuer et qui sert un petit peu d'acculturation sur tous ces sujets-là et qui va aider à diffuser ces pratiques dans l'entreprise. Vous avez tous les deux parlé des métiers et donc des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien. C'est quand même in fine qui va faire ou non la réussite de la transformation. C'est de réussir à faire en sorte que ces personnes-là qui travaillent dans l'organisation aient compris le sens, que globalement il y ait une direction claire et qu'à la fin ils s'en saisissent, ils soient accompagnés, ils ont envie d'y aller, qu'on leur donne les clés pour y aller justement. Comment vous vous êtes emparé de ce sujet chez RTE et peut-être quelles sont les choses où vous dites ça, c'est des choses qu'on a bien fait, où ça a bien fonctionné chez nous et qu'il faudrait peut-être garder en tête pour d'autres personnes qui écouteraient ce qu'on se dit et qui pourraient avoir envie d'y aller aussi. Il faut vraiment qu'on arrive à réconcilier l'innovation et la sécurité. Et c'est ce qui est le plus difficile pour nous. Et aujourd'hui, on est dans un domaine où ça va très très vite, où on a un petit pourcentage de l'entreprise qui est complètement gagné à ces nouvelles solutions et qui a envie d'aller très vite, trop vite parfois pour l'entreprise. Donc il faut quand même qu'on arrive, nous, à trouver un moyen pour leur fournir ce cadre-là. Et en même temps, on a la responsabilité de tracter tout le reste de l'entreprise, de les inscrire et de leur montrer tout ce qu'ils ont à gagner avec ces nouvelles solutions. Et c'est là que, voilà, c'est où est-ce qu'on va pouvoir mettre ce curseur dans la livraison des briques techniques qu'on a à leur fournir pour qu'ils puissent développer ces outils et sans frustrer complètement les early adopters de demain. Et l'enjeu, en fait, et le point, c'est comment, en fait, on gagne les métiers. On a beaucoup parlé d'accompagnement, de déploiement des métiers. Si on regarde sur le passé, c'est difficile de se dire on aurait dû faire les choses différemment parce qu'en fait, les conditions n'étaient pas les mêmes. Donc, si on regarde aujourd'hui la manière dont a été porté le premier projet avec un petit peu de langage naturel, Origami, c'était une belle réussite technique. On n'a pas pu le développer dans les métiers, mais aussi parce que il y a eu des changements d'organisation, donc il a fallu reconvaincre, parce qu'encore une fois, on n'était pas dans le monde post-ChatGPT. Donc voilà, on a perdu ce temps-là et c'était difficile d'aller contre le métier, contre le management, parce qu'en fait, c'est des sujets transverses. On l'a peut-être pas dit que c'était transverse. Et il faut avoir conscience que dans toutes les entreprises, c'est pas propre à RTE, les métiers sont soumis à des injonctions contradictoires. En fait, en général, ils sont quand même toujours sous forte pression. Ils ont leur cible. C'est quand même beaucoup plus facile de travailler en silo que de travailler en transverse. Et en fait, nous, on va arriver avec des promesses, des nouveaux outils qu'ils doivent intégrer dans leur quotidien. Ces promesses, en fait, elles demandent du temps. Elles demandent, c'est pas tout de suite, ça n'a pas marché tout de suite. Et c'est eux les mieux placés, en fait, pour nous expliquer, pour prendre le temps de c'est quoi leurs irritants, ensuite prendre leur temps de vérifier que les outils qu'on développe vont fonctionner, puis prendre le temps de voir comment ils vont les intégrer dans un environnement déjà où ils ont pas mal d'outils à gérer. Donc voilà, il faut avoir conscience que même s'ils ont de la bonne volonté, et même s'ils étaient curieux au départ, et même s'ils avaient envie d'utiliser ces outils-là, le quotidien opérationnel n'est pas toujours propice à intégrer ces enjeux-là. Donc en fait, il faut qu'on ait bien ça en tête quand on va pousser ces outils-là. Donc il vaut mieux y aller avec ceux qui ont vraiment envie et qui ont la capacité à dégager du temps pour montrer que voilà, pour faire la preuve de cette promesse-là et donner envie et arriver à faire dégager du temps à ceux qui pourraient en bénéficier ultérieurement.
Félix, sur ces leviers dont on vient de parler et dont Maïté et Vincent viennent de parler, donc que ce soit le sponsorship, le sens, la gouvernance, faire travailler les différentes directions ensemble, l'embarquement, l'accompagnement des équipes, ça c'est des leviers qu'on retrouve dans toutes les organisations et que toi tu vois aussi au quotidien. Est-ce qu'il y a des patterns ou des schémas que tu vois se répéter sur les organisations qui arrivent justement à se saisir de ces leviers pour faire de leur transfo des succès et peut-être ce qui fait la différence entre les organisations qui réussissent versus celles qui réussissent moins bien ou qui n'y arrivent pas? Le point de départ, c'est que l'IA doit être vue comme une transformation systémique. Elle touche en même temps de nombreuses directions. Maïté l'a dit, hein, les métiers évidemment, la DSI, les gens en charge de la donnée, la DRH, le juridique, la conformité. Voilà, il faut réussir à embarquer l'ensemble de ces acteurs pour faire de cette transformation une transformation systémique. Et pour nous, les organisations qui avance bien sur le sujet aujourd'hui, c'est celle qui pilote la transformation par l'IA dans son ensemble, en plus d'un certain nombre de cas d'usage qui délivrent de la valeur. Si on reprend les différents leviers, puis je me permettrai d'en ajouter un, sur le sponsorship, il est clair qu'il faut avoir un COMEX qui dit l'IA c'est stratégique, l'IA c'est important, l'IA il faut y aller. Mais au-delà de ça, il est important que le COMEX arbitre sur l'ambition, sur les priorités, sur les investissements à faire, sur les risques acceptables, sur les dépendances technologiques qu'on choisit d'avoir, sur les capacités qu'on a envie de construire, etc. etc. Donc, il s'empare du sujet au-delà de l'injonction à son caractère stratégique, si je puis dire. Nous, on pense que le sujet du retour sur investissement, du ROI, il peut être intéressant dans ce cadre. Le ROI, c'est souvent une question qui est posée unitairement au début ou à la fin d'un projet, combien ça rapporte, ce cas d'usage, ce projet, etc. On pense que c'est un outil qui peut devenir un outil de décision pour piloter une transformation. Qu'est-ce qu'on finance, au service de quelle valeur, à quel horizon, pour développer quelle capacité, qui nous permettent d'avoir ou de ne pas avoir un certain nombre de dépendances, et de piloter des conditions qui permettent de capter cette valeur en tant que système et pas en tant qu'unité. Le deuxième levier, c'est la gouvernance de la transformation, hein. Toutes les personnes qu'on a citées, il faut les mettre autour de la table. Et il faut réussir à la fois à piloter la production de solutions IA qui viennent répondre à des cas d'usage. Et c'est déjà un défi en tant que tel, hein, si on veut pas que ça soit des POC avec une durée de vie limitée, mais bien un système transformant. Et puis dans le même temps, il faut réussir à piloter tous ces chantiers de transformation potentiellement assez profonds. Alors, autour du système d'information, autour de la donnée, mais aussi autour de la compétence, mais aussi autour de la culture d'entreprise, mais aussi autour de la sécurité, de la conformité, et puis évidemment des questions de souveraineté et de réversibilité. Troisième levier, c'est l'embarquement des métiers. À ce titre, je crois que RTE a vraiment essayé de faire beaucoup de choses, fait beaucoup de choses. Et moi, je le divise en deux morceaux. Il y a l'embarquement des métiers au départ pour identifier les cas d'usage, parce que ce sont les métiers qui connaissent les irritants, ce sont les métiers qui connaissent la valeur, ce sont les métiers qui connaissent les risques. Et là-dessus, il faut accompagner, cadrer l'émergence de ces cas d'usage, mais c'est eux qui les connaissent. Et puis, il faut aussi embarquer les métiers parce que, à la fin, ce sont eux qui vont devoir mettre en œuvre, évidemment, les solutions IA dans le cadre de leur processus et qui vont devoir faire évoluer leur façon de travailler, peut-être aussi leurs compétences, peut-être aussi leur culture. Donc, on a besoin d'eux au début, pendant et à la fin de tout ce grand processus. Et puis, il y a un autre marqueur qui, pour nous, est important et qui distingue les organisations matures des organisations qui le sont un petit peu moins aujourd'hui. C'est la construction d'un socle technologique commun qui va permettre de répondre à un certain nombre de cas d'usage. Là aussi, pas traiter les cas d'usage, les difficultés une par une, mais bien de se dire comment je monte une plateforme, une architecture, des règles qui vont permettre de servir, alors peut-être pas l'ensemble des cas d'usage, mais un certain nombre de cas d'usage, et d'apprendre et de se renforcer. Je crois que là-dessus, l'approche de RTE a été très bonne. Ce qui fait la différence pour moi, c'est de réussir à faire converger deux mouvements. Un mouvement qui vient du bas, qui vient des métiers, d'identification de cas d'usage et de mise en œuvre, et puis un mouvement qui vient du haut, un pilotage central, appuyé par le sponsorship,
pour prioriser, pour sécuriser, pour mutualiser, pour industrialiser. En ayant en tête que vous avez commencé il y a quelques années, mais que le chemin n'est pas terminé, donc c'est un des apprentissages ou des réflexions à chaud, on va dire, avec quelques années de recul. Mais si vous regardez un peu en arrière, est-ce que vous avez mené, si vous deviez identifier deux, trois conditions qui permettent de passer de finalement on fait un POC, on teste quelque chose à une échelle plutôt individuelle, versus on a réussi à intégrer ces technologies comme quelque chose de transformant et au cœur de nos processus métiers. Ce seraient lesquelles ces conditions qui vous semblent nécessaires? Alors déjà, en fait, j'ai réfléchi au terme POC. En fait, finalement, on a fait de mémoire très peu de POC, au sens où on regarde si une technologie peut fonctionner sur un cas d'usage qui va être parcellaire ou qui est très limitant. On l'a fait historiquement, je sais, pour le traitement d'images. On avait utilisé la computer vision sur un certain nombre de matériel. Aujourd'hui, typiquement, on a un programme d'analyse d'images, mais qui est déjà embarqué dans une structure de MVP, puis de projet industriel. Et en fait, je pense que le terme MVP me va mieux et nous va mieux. C'est en fait ça, on préfère mettre à disposition tout de suite un outil qui finalement peut rendre le service, qu'on le met aux mains de métiers. Et si effectivement la réussite est là, à ce moment-là, on l'intègre dans les processus métiers et on l'intègre dans le SI évidemment pour qu'il soit complètement intégré dans le processus métier. Cette idée d'avoir juste un exemple très limité, juste pour voir si ça pourrait fonctionner, en fait, le gap est trop important entre ce POC et la mise à disposition de solutions industrielles. Donc, ce MVP, cette solution intermédiaire qui va être utilisée ou pas, eh bien, ça va être la garantie de pouvoir avoir quelque chose qui, in fine, sera de bonne qualité. Si, en gros, il n'est pas utilisé, ça veut dire que soit c'est pas à la hauteur, soit que le métier n'en avait pas vraiment besoin, et du coup, il faut s'arrêter là. C'est un MVP qui, finalement, va disparaître. Si, à l'inverse, il est utilisé et qu'il est au rendez-vous, eh bien, en fait, on sera enclin, évidemment, à le mettre, à le déployer dans le monde industriel. Par contre, on a des conditions de réussite pour ça. Il faut évidemment que les résultats soient à la hauteur. Donc, les résultats, c'est à la fois le travail algorithmique qui va être mené, mais c'est parfois aussi la donnée qui va être utilisée et qui doit être au rendez-vous, de bonne qualité, pour que ça puisse se réaliser. Donc, il va falloir qu'on gère tout ça. Et la question aussi de l'acceptabilité vis-à-vis des métiers, donc aussi la montée en compétences et la formation qui va être adossée à tout ça. Aujourd'hui, peut-être que le risque, il n'est pas de passer du POC, MVP à produit industriel. On a aussi parfois des solutions techno qui existent à l'externe et qui sont tentantes et qui ne sont pas dans notre cadre. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est la tentation d'aller voir ailleurs, d'aller en dehors de notre propre environnement. Et ça, c'est un sujet où finalement on peut avoir une adoption qui est plus importante et plus forte que ce qu'on a mis à disposition. Donc en fait, il va falloir... On a cette première question qui reste vraie, comment je passe de quelque chose de prototype ou quelque chose, en tout cas d'expérimental, à quelque chose qui va être à disposition des métiers, mais aussi comment je contiens le fait que derrière, il y a des solutions qui sont très tentantes à l'extérieur et sur lesquelles il faut garantir un certain socle technique et de sécurité. Un des objectifs de l'épisode et d'échanger avec vous, c'était d'essayer de comprendre justement comment un acteur comme RTE essaie de s'emparer de ces technologies pour essayer aussi d'en tirer un petit peu des fils pour que des acteurs externes qui pourraient se poser des questions puissent aussi bénéficier de cette expérience, des apprentissages que vous avez pu faire, surtout connaissant le contexte et les contraintes dans lesquelles vous évoluez. Peut-être un mot de la fin et une question pour vous trois, c'est finalement si un membre de Comex, de Codir, écoute cet épisode, qu'est-ce qu'il devrait absolument retenir selon vous de cet échange et peut-être à avoir en tête quel serait ou les conseils que vous auriez envie de lui donner si son président, sa présidente lui dit écoute là maintenant voilà il faut qu'on s'empare du sujet, il faut qu'on s'empare de l'IA, en ayant en tête que l'objectif c'est pas de faire comme vous disiez Vincent des MVP, mais bien de se dire voilà on veut en faire quelque chose de systémique, de transformant pour notre organisation. Ce serait quoi ou les conseils que vous auriez envie de lui donner? Je dirais un petit peu sur l'arbitrage qu'a évoqué Félix un petit peu plus tôt.
C'est au COMEX des entreprises d'arbitrer sur la manière dont ils souhaitent aborder ce sujet. Et en fait, il a pas mal de leviers à sa main, ce COMEX. Et pour moi, il faut qu'il arrive à décider ce qu'il veut conserver en interne, ce qu'il veut faire avec ses équipes, en fait. Et je trouve que c'est important d'avoir un volet de compétences IA embarqué dans l'entreprise. Alors, RTE n'a pas vocation à devenir un exemple sur l'IA. Le métier de RTE, ça reste d'être le gestionnaire de transport d'électricité, hein. Mais c'est important qu'on ait des compétences embarquées dans l'entreprise. Et après, le COMEX doit arbitrer entre ce qui est à faire dans l'entreprise, ce qui est à faire, ce qui est à acheter sur étagère. Aujourd'hui, on a une panoplie en fait d'outils et de stratégies qui sont à sa main et qui lui laissent finalement pas mal de degrés de liberté. Je compléterai peut-être en disant que je pense qu'il faut le prendre avec toutes ses ressources internes. C'est à la fois les ressources techniques, mais aussi, on a dit, hein, la capacité à regarder le sujet d'un point de vue RH, d'un point de vue RSE, d'un point de vue conformité. Donc, c'est vraiment prendre le sujet dans tous ses aspects et pas de le circonscrire à quelques entités techniques, que ce soit notre direction, la R&D et le SI, mais bien de regarder aussi l'intégration avec l'ensemble des métiers et toutes ces fonctions qui vont permettre aussi de faire en sorte que l'IA soit la mieux acceptée possible. Voilà, ça va être un des enjeux importants. Et pareil, aussi s'appuyer finalement sur la démarche que m'a été indiquée tout à l'heure. C'est en fait d'avoir les deux visions, top-down et bottom-up. Le fait de se dire que voilà, on a le direct, on a le COMEX, on a le management qui va avoir un certain nombre d'idées, de propositions à faire. Et il ne faut pas non plus mésestimer les idées qui vont venir des salariés. Et c'est bien ce mix-là qui va permettre derrière d'avoir un environnement dans lequel l'IA, en fait, ne sera plus une question. L'IA ne sera plus un mot, ça sera juste quelque chose de naturel, de quotidien. Et la réussite de l'IA, c'est le jour où on ne prononcera plus son nom quasiment. Alors moi, je vais conclure sur 3 messages qui reprennent des choses qui ont déjà été dites en partie, mais ça me semble important d'y revenir. Premier message, pour moi, l'IA, ce n'est pas qu'un sujet d'outils, c'est un sujet de processus à transformer, de valeur à créer, de capacité à construire. C'est vraiment fondamental de ne pas faire de l'IA qu'un sujet technologique. Ensuite, il faut sortir, et tu l'as redit largement, Vincent, de l'expérimentation permanente du POC à tout va, qui a été, je crois, un état dans lequel un certain nombre d'organisations ont été pendant longtemps. Pour certaines, ils sont toujours, et on est en train d'en sortir, mais il faut appuyer sur ce mouvement, il faut insister dessus. Il faut choisir des cas d'usage prioritaires, il faut choisir des sponsors métiers, il faut mesurer la valeur qu'on va chercher, définir des trajectoires d'industrialisation et puis construire les fondations dont on a parlé. Troisième message, Maïté a commencé à en parler, mais pour moi il porte un nom, c'est l'autonomie stratégique de l'organisation. C'est-à-dire que quand on déploie de l'IA à grande échelle, il est important de choisir ses fournisseurs, ses modèles, ses infras, ses dépendants, je l'ai beaucoup dit, ses compétences internes à développer, parce que l'autonomie stratégique, c'est quelque chose de très concret. Ça veut dire garder la main sur ses données, ça veut dire comprendre les modèles qu'on utilise et leurs conséquences, ça veut dire maîtriser ses fournisseurs, ça veut dire suivre ses coûts. Et on sait que cette question va être de plus en plus prégnante sur le sujet de l'IA. Ça veut dire développer les compétences en interne qui sont nécessaires. Et puis, c'est aussi prévoir la réversibilité quand certains usages qu'on n'avait pas forcément anticipés deviennent critiques. Et puis, il faut aussi garder en tête, je crois que intégrer l'IA, c'est pas autonomiser partout, c'est décider où est-ce qu'on automatise, c'est décider ce qui doit être assisté, c'est décider ce qui doit être supervisé. Et l'agentic AI, hein, la question des agents, elle commence à poindre assez fortement. Avec l'agentic, ce sujet il va être encore plus prégnant, c'est-à-dire intégrer des agents potentiellement autonomes dans des processus, dans des workflows. Ça va demander vraiment de se poser ces questions assez fortement pour ne pas perdre la main. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté des éléments de réflexion ou un regard différent sur le sujet. Vous pouvez partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez aussi nous faire un retour pour nous dire ce que vous avez pensé du format, du contenu. À bientôt.